Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une FAQ que je vous avais promis de vous sortir pour mes 10 000 abonnés et en fait le temps que je récolte vos questions et que je fasse cette vidéo, on est déjà actuellement je crois 16 000 sur la chaîne et d'ici à ce qu'elle sorte ce sera encore je pense un peu plus. Du coup la vidéo est totalement périmée, je suis désolée, on va dire que c'est une FAQ pour le fait que j'ai totalement percé tout à coup et qu'il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne ces dernières semaines. D'ailleurs, je m'adresse à tous ces nouveaux arrivants. Merci beaucoup pour le fait de m'avoir suivi comme ça en masse. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous êtes arrivés sur ma chaîne, si c'est par des suggestions, si jamais quelqu'un a parlé de moi, parce que je ne sais pas du tout et c'est vraiment monté en flèche d'un seul coup et j'ai pas tout à fait compris. J'ai reçu énormément de questions et comme vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup parler, cette vidéo risque d'être assez longue donc je vais pas traîner plus longtemps sur cette introduction. J'espère que vous êtes installés très confortablement. Il n'y a pas réellement besoin d'éteindre les lumières pour cette vidéo mais faites-le quand même si jamais vous en avez envie. Et puis si c'est tout bon, on peut y aller, c'est parti. C'est vraiment super bizarre de faire ça parce que j'ai regardé déjà des tas de personnes faire des FAQ mais là me dire que c'est moi qui le fais, c'est vraiment complètement bizarre et je réalise pas du tout que c'est moi qui suis en train de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref, j'attaque. Ton âge, ton métier, d'où viens-tu, tes passions, d'où t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube et en particulier sur ces sujets? Ok, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre de manière assez précise. Donc j'ai 27 ans, je suis psychologue, j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de mon parcours scolaire et professionnel. Je vous l'affiche juste ici si jamais vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse parce que j'ai vu que vous avez été nombreux à me poser ce genre de questions. D'où viens-tu? Alors actuellement, ça fait déjà pas mal d'années que je vis en région parisienne et à la base, je suis originaire d'un tout petit village qui est en France, mais vraiment accolé à la frontière suisse et vraiment juste à côté de Genève. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans et ensuite je suis arrivée à Paris, enfin en région parisienne depuis du coup 9 ans. Mes passions, j'en ai plein évidemment, je vais pas m'étaler sur tout ce qui est criminologie puisque bon, je le fais déjà assez souvent sur cette chaîne. Les autres choses qui m'intéressent, comme vous pouvez vous en douter, c'est le maquillage, c'est tout ce qui a rapport un petit peu à l'esthétisme, c'est l'art en général, alors ça peut être la musique, le cinéma, les séries, mais aussi vraiment l'art au sens plus large, genre la peinture, les sculptures, etc. Personnellement, je suis plus touchée par l'art contemporain. J'adore visiter genre le Palais de Tokyo, Beaubourg, le Musée d'Art Moderne évidemment. Pour vous donner un exemple, mon artiste préféré c'est Jean-Michel Basquiat. Et d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube et en particulier sur ces sujets? En fait je sais pas exactement à quel moment j'ai eu cette idée, je pense que ça a été une progression. À la base ça fait vraiment des années que j'avais envie de commencer à faire des vidéos sur YouTube parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours un peu mise en scène, filmée, tout ça. Et sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment, je pense, un de mes sujets préférés. C'est un sujet que je trouve qui n'est pas encore trop développé sur YouTube. Il y avait encore une certaine place et marge, je pense, pour moi, notamment le fait que je développe la psychologie de par mon métier. Et c'est vraiment quelque chose qui me travaillait depuis des années et des années, mais je me sentais pas prête à me lancer. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui a mûri petit à petit et qui a fait qu'un beau jour, j'ai décidé de me lancer. Quelle est ta vidéo préférée que tu as faite? Ça va être peut-être un peu bateau, mais honnêtement j'ai l'impression que c'est la toute dernière vidéo que j'ai faite, celle sur Albert Fish. Et en fait plus le temps passe et plus je me rends compte que je prends du plaisir à chaque fois que je fais des vidéos. Ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas au début. Je prenais plus de plaisir à faire mon montage et faire mes recherches qu'être en train de me filmer. Et puis avec le temps qui passe je me rends compte que je commence à être plus à l'aise au fait de parler à une caméra, au fait de savoir que je suis regardée par des personnes. Et donc ça commence à aller mieux et techniquement voilà, la toute dernière je me sentais vraiment bien de la faire. En plus c'était un sujet qui me plaisait, donc je pense que c'est ça la vidéo que j'ai préféré faire, mais si ça se trouve quand on en reparlera dans 6 mois, ce sera totalement une autre parce que j'espère que j'aurai encore évolué et que je me sentirai encore mieux à chaque fois que je ferai des vidéos. La signification de tes tatouages et combien tu en as? Alors honnêtement je ne sais même pas combien j'ai de tatouages, beaucoup de gens me posent cette question là et je ne sais pas, j'ai déjà essayé de les compter sauf qu'à chaque fois j'oublie. Il y en a je pense à peu près une vingtaine.
Voilà, ça se trouve c'est un tout petit peu moins, ça va peut-être un petit peu plus. À chaque fois que j'ai essayé de les compter, je sais pas pourquoi, ce chiffre n'est absolument pas rentré dans ma tête. Ce que je sais par contre, je m'étais amusée à faire, c'est compter le nombre d'heures de tatouage que j'ai fait. Et on a dépassé la 50aine d'heures de tatouage sur mon corps. Je trouve que c'est finalement plus significatif que le nombre de tatouages, puisque au final, si c'est des tout petits ou des très gros, c'est vraiment pas pareil, donc voilà. Après leur signification, je vais pas rentrer dans les détails de tous, parce que ça serait trop long en fait, mais il y en a beaucoup qui ont des significations assez personnelles, genre le tout premier que j'ai fait avait pas réellement de signification, je l'ai fait quand j'avais 18 ans et c'est une fleur que j'ai sur le pied qui est d'ailleurs pas top. Donc celle-là n'avait pas vraiment de signification, même si à l'époque je m'étais bourré le crâne en me disant qu'elle en avait une. En vrai celui-là n'avait pas vraiment de signification, c'est juste que j'avais envie de me faire tatouer. Ensuite j'ai continué sur l'épaule où j'ai fait écrire Paris parce que ça symbolisait le moment de mon arrivée à Paris qui a été une période très très intense pour moi où j'ai vécu à la fois des choses extrêmement positives et aussi je pense les pires moments de ma vie tout simplement, et du coup ce mot là en fait résume toute cette période extrêmement particulière qui m'a fait vraiment énormément grandir et qui m'a appris beaucoup de choses mais qui m'a aussi beaucoup fait souffrir, donc c'est assez mitigé. Celui que vous voyez le plus souvent, c'est mon bras en fait, toute la manchette là qui correspond en fait à un livre, enfin à une trilogie que je lisais absolument tout le temps quand j'étais petite, qui s'appelle À la croisée des mondes. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent parce que c'est vraiment une histoire absolument formidable. C'est, je pense, le livre que j'ai le plus lu de toute ma vie, que je relis très régulièrement parce que c'est de la littérature jeunesse, mais honnêtement quand vous le lisez en étant plus grand, vous allez découvrir aussi d'autres aspects, d'autres choses qui étaient peut-être passées un petit peu à côté de votre interprétation d'enfant, et c'est vraiment je pense une histoire absolument formidable qui a beaucoup contribué à la personne que je suis actuellement, à mon positionnement, à ma vision du monde. Donc j'ai fait tout le bras en fait avec plein d'éléments qui sont dans cette trilogie là, dans cette histoire. Et d'ailleurs si jamais vous connaissez ce livre, sachez qu'il y a une série qui va sortir tout bientôt et je suis particulièrement excitée, j'ai vraiment très très hâte de la voir. Salut Sonia, est-ce que tu t'intéresses aux romans d'horreur? Si oui, lesquels? Alors oui, je m'intéresse un petit peu aux romans d'horreur. Après, honnêtement, je lis vraiment plus beaucoup en ce moment parce que j'ai juste plus le temps. Enfin, le temps que je prends pour lire, généralement, c'est pour lire des livres sur des sujets que je vais traiter en vidéo. Donc c'est pas des romans, c'est pas des histoires fictives, c'est des choses genre un peu documentaires, etc. Mais il y a quand même un auteur que j'aime particulièrement dans tout ce qui est un petit peu thriller et polar, c'est Franck Tillier. J'ai pas lu tous ses livres mais j'en ai lu quand même une bonne partie et franchement j'aime énormément ce qu'il fait parce que ça mélange un petit peu de la science, de la psychologie et puis une ambiance extrêmement noire, extrêmement sombre. Et ouais, j'accroche beaucoup avec cet auteur-là. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous vous les citer parce qu'honnêtement, j'ai lu genre un ou deux bouquins selon les auteurs. Et après, je connais pas toute leur bibliographie, donc je vais pas vous les conseiller. Pourquoi et comment as-tu commencé sur YouTube et depuis combien de temps? As-tu des animaux autres que Napoléon? Alors, j'ai déjà répondu à la première partie de ta question juste avant. Depuis combien de temps je suis sur YouTube? J'ai commencé en octobre de l'année dernière, donc ça fait à peu près 10 mois, il me semble. Et as-tu des animaux autres que Napoléon? Non, j'ai juste mon chat. Ma mère a un berger allemand qui s'appelle Maïka, qui est absolument adorable et qui est un petit peu mon chien, on va dire, par extension. Mais je vis pas avec, donc c'est pas vraiment mon animal. Quelle histoire que tu as déjà abordée en vidéo t'a le plus marqué? Ça c'est une super bonne question. J'ai envie de répondre deux choses. L'histoire qui m'a le plus marquée dans le sens à laquelle je pense le plus souvent et vraiment qui m'a le plus travaillé, je crois que c'est l'affaire John Bennett Ramsey. Je vous l'ai déjà dit, cette histoire là elle m'a complètement obsédée, mais vraiment genre vraiment j'y pense encore régulièrement, surtout que je continue à avoir vos commentaires sur cette vidéo et du coup à chaque fois je continue à être complètement paumée et c'est vraiment je pense l'histoire dont j'aimerais le plus connaître le dénouement. J'espère qu'un jour on connaîtra la fin, qu'on saura enfin vraiment qui a tué la petite John Bennett. Donc ça je pense que c'est vraiment l'histoire qui m'a le plus marquée. Et après sinon celle qui m'a le plus perturbée, troublée, je pense que c'était l'histoire de David Parker Ray. Vraiment je sais pas pourquoi mais celle-là elle m'a particulièrement touchée et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre tout simplement. Salut, alors ma question, as-tu envie d'écrire un livre sur les tueurs en série? J'aime beaucoup écrire, j'ai
beaucoup tenté d'écrire quand j'étais plus jeune. J'avais même écrit un livre d'ailleurs que j'avais envoyé à des éditeurs qui n'a jamais été accepté. C'était un roman un peu plus genre fantastique. Et oui, potentiellement j'aimerais bien me remettre à l'écriture, j'aimerais bien écrire quelque chose d'ordre fictif. Sur les tueurs en série, pas spécialement, parce que y a déjà plein de choses qui ont été faites et honnêtement, je vois pas ce que moi je pourrais apporter, étant donné que moi j'ai pas encore rencontré de tueurs en série. Je sais même pas si ça m'arrivera un jour, je l'espère, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Donc clairement, j'aurais rien de particulier à écrire de nouveau là-dessus. Il y a déjà plein de bouquins qui sont hyper bien sur ce sujet. Après, par contre, une fiction avec des tueurs en série, avec le domaine de la crimino, ça oui, je pense que ça pourrait m'intéresser. C'est pas du tout dans mes projets pour le moyen terme, on va dire, mais peut-être que dans quelques années, ouais, c'est le genre de choses que je me verrais potentiellement pouvoir faire. Alors, tes études, ton métier, tes origines, parce que je pense entendre un accent. Et pourquoi cette passion? Je sais que ce n'est pas une question facile, en tout cas tu as une facilité pour captiver les gens qui n'est pas donnée à tout le monde. Moi à la base j'aime pas écouter quelqu'un en plan fixe et là c'est cool. Si autre question, est-ce que ton look est bien perçu dans ton métier? D'après ce que j'ai compris, tu es en contact avec des gens, voire des patients. Voilà, bon courage à toi. Alors merci pour toutes ces questions. Donc mes études et mon métier, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai fait des études de psychologue et je viens de terminer un diplôme de criminologie. Donc voilà, je suis psychologue spécialisée à la base en gérontologie pour les personnes âgées et ensuite en criminologie. J'ai tout détaillé dans la vidéo dont je vous ai parlé sur mes études. Ensuite mes origines, parce que tu penses entendre un accent. Alors écoute, moi je sais pas, je m'en rends pas du tout compte. Mes origines sont pas spécialement originales, je suis franco-française de mes deux parents. Mais comme je vous l'ai dit, comme j'ai grandi dans une région proche de la Suisse, c'est possible que j'ai peut-être pris un petit peu l'accent suisse. Mais moi honnêtement je me rends pas compte quand je m'entends parler, j'ai l'impression que j'ai pas d'accent. J'ai pas d'origine particulière honnêtement. Comme je vous ai dit, je suis franco-française. J'ai de vagues origines très très lointaines danoises, mais alors clairement je pense pas que ça ait influencé sur ma façon de parler. Et pour ta question à propos de mon look dans mon métier, ça m'a jamais particulièrement freinée ou gênée. Alors oui, je faisais attention quand j'avais des patients à ne pas porter de manches courtes pour qu'ils voient pas notamment mes tatouages, parce que comme je vous l'ai dit, je travaillais avec des personnes âgées et du coup bon, les tatouages avec les personnes âgées, ça passe comme ça ne passe pas, donc faut faire un petit peu attention parce que quand on est psychologue on se doit d'être le plus neutre possible, parce que sinon après les patients, déjà de base les patients vont essayer de projeter tout un tas de choses sur vous quand vous êtes leur psy, donc faut essayer d'être le plus possible une espèce de page vierge pour qu'ils puissent projeter tout ce qu'ils veulent. Donc s'il y a des choses trop particulières comme les tatouages, comme mes écarteurs, comme certaines couleurs de cheveux ou certains maquillages, ben ça peut les freiner. Donc en général au travail vraiment j'essayais d'être le plus neutre possible, donc j'étais un petit peu maquillée, genre juste un trait de liner. Mes couleurs de cheveux je faisais très attention parce que j'ai beaucoup changé de couleur de cheveux, je faisais très attention à ce que ce soit le plus naturel possible et je portais toujours soit des manches longues, soit de toute manière on avait beaucoup des blouses, donc ça a des manches longues aussi et les patients ne voyaient absolument rien, de même que mes collègues qui sont généralement pas du tout rendus compte de mon physique en dehors de mon métier. Mister S qui me demande comment on prononce ton pseudo, c'est une très bonne question, d'ailleurs même moi je ne sais pas exactement comment on est censé le prononcer. Personnellement je dis ça Liu, comme L-I-O-U, mais après vous avez le droit de le dire exactement comme vous voulez parce qu'en soi ça n'a pas de prononciation, c'est pas un vrai mot. Est-ce que tu connais Victoria Charlton, la youtubeuse québécoise? Est-ce que tu t'es inspirée d'elle? Merci, avec plein de... Alors oui, évidemment, je connais Victoria Charlton, je regarde beaucoup ses vidéos, plus autant en ce moment, depuis que j'ai lancé ma chaîne en fait, parce que j'essaye autant que possible de prendre un peu de distance pour justement ne pas être trop inspirée, parce que je suis typiquement une éponge qui a tendance à beaucoup m'inspirer des choses que je vois pendant une période donnée. Alors je me suis évidemment en partie inspirée de Victoria, je me suis inspirée aussi de plein d'autres personnes. Je sais que vous êtes très nombreux à tout le temps essayer de me comparer avec elle. Honnêtement, je pense que je comprends pourquoi vous faites tout le temps ces comparaisons-là. Mais franchement, en fait, on n'est pas si similaires que ça. Alors oui, on parle de sujets qui sont assez proches, quoique pas forcément tout le temps. Bon, on parle de crimes, etc. Mais je sais que par exemple, Victoria adore parler des disparitions et c'est les vidéos que je préfère qu'elle fasse parce qu'elle en parle hyper bien. Moi, je me sentirais pas spécialement de parler des disparitions. Parce que moi ce que j'aime faire c'est parler de psychologie, c'est vraiment creuser tout l'aspect psychiatrique, psychopathologique,
toutes ces sphères-là dans chaque affaire. C'est ce que vraiment j'essaye de mettre le plus en avant possible, justement parce que je pense que c'est l'identité de ma chaîne. Je sais que c'est ce que vous appréciez, donc c'est des choses qu'on retrouve pas forcément non plus dans ces vidéos. Ce qui fait que oui, je comprends qu'on soit comparé dans le sens où on n'est pas très nombreux à parler de ces sujets-là, mais je pense aussi qu'on est très différents. Donc est-ce que je me suis inspirée d'elle? Pas vraiment, à part peut-être le fait qu'elle m'a vraiment donné envie moi aussi de commencer à parler des sujets qui me passionnaient, qui sont du coup logiquement un petit peu les mêmes que les siens, même si comme je vous l'ai dit il y a des différences. Après c'est pas forcément elle qui peut être ma principale source d'inspiration, enfin j'ai pas l'impression que ce soit ça. Quel est ton signe astrologique? Félicitations pour les 12 000, tu les mérites et je t'adore. Merci beaucoup à toi. Mon signe astrologique c'est le Verseau. Quel âge a Napoléon et depuis quand tu l'as? Napoléon a 2 ans et 7 mois actuellement et du coup ça fait 7 mois que je l'ai puisque je l'ai eu quand il avait 2 ans, c'est-à-dire début janvier. Aimerais-tu écrire un livre sur la psychologie? Alors comme la réponse de tout à l'heure, j'aimerais bien écrire éventuellement des livres en psychologie, pareil que l'autre réponse, en fait, tant que honnêtement j'ai pas eu une grosse carrière en tant que psychologue et que j'ai pas vraiment de choses particulières à raconter, vraiment nouvelles en tout cas, non pas spécialement. Après si jamais c'était une fiction par exemple, ce qui m'intéresserait beaucoup, oui je pense que ça forcément ferait référence à la fois à la psychologie et à la criminologie et puis aussi certainement à ma vie personnelle. Comment as-tu trouvé le nom de ta chaîne? C'est tout simplement mon pseudo depuis extrêmement longtemps. Sonia c'est mon prénom et Liu c'est mon surnom, enfin mon pseudo depuis bien longtemps. Où habites-tu? Pourquoi avoir commencé ta chaîne? Quels sont tes inspi dans le YouTube game? À quand une collab Liv, Victoria Charlton et toi? Haha. En ce moment, tu en es où de ton master en criminologie? Je suis hyper fière de toi, 6. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà répondu au fait d'où j'habitais et pourquoi j'avais commencé la chaîne. Quelles sont mes inspirations dans le YouTube game? C'est une bonne question puisque du coup ça va très bien avec ce que je venais de dire juste avant. Mes inspirations sont assez diverses et honnêtement je regarde pas énormément de chaînes YouTube à fond on va dire, il y en a quelques-uns que je regarde beaucoup, ça va être des personnes qui font des choses très différentes, ça peut être dans le maquillage, ça peut être plus dans le divertissement, ça peut être justement dans les vidéos un peu comme les miennes, un peu on va dire pédagogiques, éducatives sur certains sujets. Qui m'inspire le plus, j'ai envie de vous dire que il y a évidemment donc Victoria Charlton, il y a le roi des rats, il y a totalement rien à voir mais du coup Marion Caméléon et Ayo Coralie que j'adore. Qui est-ce qui peut m'inspirer encore? Squeezie au final est une très grosse inspiration pour moi, c'est certainement la personne que je suis depuis presque le plus longtemps sur YouTube et vraiment dont j'ai beaucoup apprécié l'évolution ces dernières années et il m'inspire vraiment sur sa manière d'être avec ses abonnés notamment. Après, qui d'autre m'inspire? Il y a aussi, j'ai eu ma période Lisande Nadeau où vraiment c'est l'une des premières aussi que j'ai commencé à suivre sur YouTube et que je continue à suivre et elle m'inspire pour toute la maturité qu'elle peut avoir. C'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Voilà, après je suis un peu prise au dépourvu, je sais pas qui vous dire d'autres, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais il y a vraiment plein de gens qui font des choses qui m'intéressent et en fait je pioche mon inspiration un petit peu de partout. Et où est-ce que j'en suis de mon master en criminologie? Alors je fais pas un master en criminologie parce que j'ai déjà fait un master en psycho de la gérontologie, donc des personnes âgées, et une fois qu'on a eu son master en psychologie, on devient psychologue et on n'a plus le droit de refaire un autre master parce que j'imagine que c'est parce qu'on est trop bouché dans cette spécialité, enfin dans ce cursus là, donc du coup on peut pas refaire de master. C'est pour ça que j'ai fait un DU, donc un diplôme universitaire en criminologie, et écoutez, il y a quelques semaines, ça y est, j'ai eu mes résultats et j'ai obtenu mon diplôme avec mention bien, donc je suis hyper contente. Si tu avais un livre ou un film sur le sujet à nous conseiller, lesquels seraient-ils? Alors t'as pas dit le sujet mais j'imagine que du coup ça doit être la criminologie. C'est quelque chose que vous me demandez beaucoup, notamment au niveau des livres. Du coup ce que je pense faire c'est que là très prochainement je vais prendre le temps de vraiment vous faire une bibliographie que je vais vous donner. Alors je sais pas encore comment je vais vous la donner, est-ce que je fais une vidéo ou pas là-dessus, je ne sais pas exactement. Pour les films c'est un peu pareil, j'ai plein de films sur le sujet parce que c'est vraiment le genre de film que j'aime bien regarder. Donc je pense que je pourrais vous faire toute une liste, si là je commence à la faire ça va être
être très très long. Vraiment je vous tiendrai au courant, je pense que je vais vous faire ça d'ici 1 ou 2 semaines maximum. Au moins une bibliographie de tous les bouquins de psycho parce que vous êtes certains étudiants de psychologie à me les demander, et ensuite une bibliographie pour tout ce qui est criminaux, donc je vous tiendrai au courant dès que je vous aurai fait ça. Pourquoi autant de maquillage avec plein de points d'interrogation? Pourquoi autant de points d'interrogation? Non, du coup, en vrai, sérieusement, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette question, j'ai pas envie de trop élaborer non plus. Je comprends pas pourquoi il y a autant de commentaires sous mes vidéos qui parlent de mes maquillages. Enfin, oui, évidemment, j'ai des maquillages assez particuliers, donc le fait que ça vous fasse réagir, en vrai, je comprends et je suis pas réellement étonnée. Mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous sentez une légitimité à me dire ce que je suis censée faire de mon visage? J'ai quand même 27 ans, je pense que je sais ce que je fais dans ma vie. Je suis assez grande pour prendre des décisions, c'est moi qui me fais mes maquillages, donc personne ne m'a forcée. Donc vous vous doutez bien que la seule raison la seule réponse possible à cette question, c'est genre parce que ça me plaît. Je vois pas, j'imagine même pas quelle est l'autre réponse que vous pouvez envisager. Donc du coup, pourquoi est-ce que vous arrêtez pas de me parler de ça, de me dire tu devrais moins te maquiller, tu devrais faire des trucs moins agressifs, tu devrais mettre moins de couleurs, tu devrais être moins original, etc. Bah non, en fait, je fais absolument ce que je veux de ma tête, de mon corps, et on se connaît pas, on se connaît juste pas, donc vous avez absolument pas à me dire ce que je dois faire, et je suis complètement hallucinée de me dire qu'en 2019, il y a encore des personnes qui trouvent que c'est normal de ordonner à d'autres êtres humains ce qu'ils doivent faire de leur corps. Réfléchissez 2 secondes à quel point c'est complètement aberrant et c'est totalement mal poli de faire ça. Donc arrêtez de me parler de ça et arrêtez de me dire ce que je suis censée faire ou pas de mon visage. Je m'en fous totalement en fait. Bon, j'avais dit que j'allais pas m'emporter, je me suis emportée évidemment, c'est toujours comme ça. Enfin voilà, maintenant c'est dit. Quelle vidéo a été la plus dure à préparer? Voilà, je t'adore, bisous bisous, et il y a plein de smileys qui font un petit arc-en-ciel, c'est trop chou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo qui a été la plus dure à préparer, je pense que c'était vraiment la vidéo sur David Parker Ray, parce que voilà, c'est un sujet qui m'a vraiment particulièrement atteint, touchée. Je pense que les agresseurs sexuels, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, même si bon, j'essaye de prendre ça sur moi évidemment, puisque c'est mon métier, et que si je veux travailler en criminaux, je serai forcément amenée à rencontrer ce genre de cas-là. Mais je sais pas pourquoi ce cas-là vraiment était particulièrement difficile, notamment cette fameuse cassette audio qui a fait beaucoup parler d'ailleurs dans les commentaires. On m'a beaucoup dit, beaucoup reproché de ne pas l'avoir lu. En même temps, d'autres personnes m'ont dit, moi je suis allée la voir, ça m'a vraiment trop traumatisée, donc merci de ne pas en avoir parlé. Bref, moi j'ai pris ma décision de ne pas en parler. Mais cette cassette-là, cette retranscription-là de la cassette, dites-vous bien que j'ai dû la lire peut-être 3 ou 4 fois en entier pour bien pouvoir préparer ma vidéo, pour pouvoir vous la résumer correctement, etc. Et franchement, ça a vraiment pas été une partie de plaisir du tout de devoir faire ça, et j'étais vraiment très soulagée une fois que j'ai terminé cette vidéo de pouvoir mettre ça de côté et enfin pouvoir un peu me changer les idées, parce que pendant plusieurs jours j'ai vraiment pensé qu'à ça, regardé plein de trucs là-dessus, et c'était franchement vraiment très difficile pour moi. Bonjour, je te suis depuis peu de temps et je suis fascinée par les serial killers. Ma question est la suivante, as-tu déjà écrit à l'un d'entre eux ou songes-tu à le faire? Merci pour ton contenu que je trouve vraiment intéressant, bonne continuation, bisous. Alors, merci vraiment à toi pour cette question que je trouve hyper intéressante. Alors, non, je n'ai jamais écrit à un tueur en série. Est-ce que j'ai songé à le faire? Oui, j'ai déjà réfléchi. En fait, j'ai déjà réfléchi à ça parce que ça m'avait vraiment frappée quand j'étais à la Nouvelle-Orléans et que j'ai visité le Museum of Death, donc le musée de la mort, où il y a toute une grosse partie du musée qui est vraiment consacrée justement aux tueurs en série. Et en fait, c'est la collection privée des lettres du directeur, du fondateur de ce musée avec des tueurs en série. Ça constitue une bonne partie de la collection du musée en fait. Et quand j'ai vu ça, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions sur quelles étaient les motivations des personnes à écrire à des tueurs en série, parce que si vous avez déjà vu ce genre de lettres, de ce qui me semble être souvent ce genre d'échange là, finalement les gens parlent pas vraiment de la carrière criminelle du tueur en série, ça va plus être des échanges vraiment un peu sur la vie quotidienne, etc. Bon, c'est un peu variable en fonction des tueurs évidemment, mais du coup je me suis beaucoup posé de questions sur pourquoi est-ce que ces personnes avaient envie d'écrire à des tueurs en série. Je sais franchement pas à qui j'écrirais si jamais je devais le faire. J'y ai pensé un moment. Je pense que la seule personne à qui j'aurais peut-être éventuellement eu envie d'envoyer un message et surtout de recevoir une de ses réponses, c'est Ed Kemper.
parce que comme vous le savez certainement, c'est vraiment un de mes tueurs en série préférés et c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'échanges, enfin où c'est assez facile parce qu'il parle beaucoup de ses meurtres, donc ça aurait certainement été à lui, mais sinon non, j'ai jamais pensé vraiment plus que ça à écrire à des tueurs. Pourquoi as-tu commencé à t'intéresser aux tueurs en série? As-tu déjà essayé des méthodes de prédilection, tarot, pendule? Je pense que ton autocorrect t'a embêté et tu voulais dire prédiction. Donc pour en revenir à ta première question, pourquoi as-tu commencé à t'intéresser aux tueurs en série? Comme je vous l'ai raconté dans ma toute dernière vidéo sur Albert Fish, en fait c'est vraiment quand je suis tombée sur la page Wikipédia de Albert Fish. Alors j'ai toujours été intéressée par la psychologie depuis très longtemps, aussi par la crimino, mais les tueurs en série c'est quelque chose qui m'intéressait plus genre dans les films et tout ça, mais j'avais jamais vraiment pensé à commencer à beaucoup m'intéresser à ce sujet-là en vrai. Et donc c'était il y a pas mal d'années, hein, parce que c'était au moment où je venais de commencer la psycho, je suis tombée sur la page Wikipédia d'Albert Fish et pour être tout à fait honnête avec vous, me jugez pas, mais en fait je me suis pris un énorme fou rire sur cette page. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Albert Fish, c'est juste too much quoi, c'est juste tellement gros, il a absolument toutes les perversions, il a absolument tout fait. Et quand j'ai commencé à lire, c'était vraiment genre le haut de la page en fait, où ça accumulait en fait absolument toutes ces perversions, je me suis juste pris un énorme fou rire. Et ensuite, après quand c'est un peu retombé, je pense que c'était nerveux, hein, mais quand c'est un peu retombé, je me suis dit mais comment des gens peuvent vraiment en arriver là? Et c'est en fait à partir de là que j'ai commencé à lire énormément de trucs sur les tueurs en série et que ça m'a vraiment intriguée et intéressée et que j'avais envie d'essayer de comprendre pourquoi les gens en arrivent là, qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à persévérer là-dedans, pourquoi est-ce qu'ils recherchent pas d'aide, qu'est-ce qu'ils gagnent à se comporter comme ça, et voilà, enfin du coup c'est de là qu'est vraiment née cette passion pour les tueurs en série. Et à propos de la question est-ce que j'ai déjà essayé des méthodes de prédiction, genre tarot, pendule, etc. Non, ça m'est encore jamais arrivé. C'est quelque chose qui m'intéresse et vraiment je pense que j'aimerais bien rencontrer notamment un ou une médium, un ou une voyante pour essayer de voir quelle serait, qu'est-ce que cette personne aurait à me dire. Et parce que c'est assez particulier en fait, je me pose beaucoup de questions là-dessus, j'y crois un petit peu, mais en même temps je reste quand même assez sceptique et du coup j'aimerais vraiment essayer de rencontrer quelqu'un pour voir si elle arrive vraiment à me dire des choses, soit sur mon avenir, soit aussi sur mon passé, sur peut-être éventuellement des choses un petit peu spirituelles autour de moi. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien essayer avec quelqu'un de vraiment professionnel. Depuis combien de temps tu collectionnes des objets étranges dans ton cabinet de curiosité et as-tu des animaux de compagnie? Sinon continue tes vidéos, c'est super intéressant et extrêmement bien expliqué. Donc bon, pour les animaux de compagnie, comme je vous l'ai dit, j'ai un chat, donc Napoléon. Et sinon, depuis combien de temps est-ce que je collectionne des objets étranges? Bonne question. Franchement, pour tout ce qui est derrière moi, je pense que c'est depuis que j'ai aménagé en région parisienne, donc ça veut dire que ça fait à peu près 9 ans. Mais en vrai, j'ai déjà commencé à faire d'autres types de collections un peu dans ce genre-là, même bien plus jeune. Et je pense que j'ai un côté assez collectionneuse, avec beaucoup de choses d'ailleurs, ce qui fait que j'accumule énormément de choses, ce qui embête énormément mon copain parce que l'appartement, il n'y a pas un espace de libre parce que c'est tout le temps recouvert d'objets absolument partout. C'est très encombré chez nous. Mais ouais, je pense que c'est vraiment depuis que je suis toute petite que j'ai cette tendance à faire des collections de trucs. Et j'avais commencé aussi à me faire un espèce de cabinet de curiosité chez mes parents avant de déménager parce que j'avais plein d'objets un peu à l'ancienne et tout ça. Donc honnêtement, je pense que ça a vraiment commencé depuis que je suis toute petite. As-tu déjà vécu quelque chose de paranormal? Oui, tout à fait, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. La dernière en date, c'était dans ma vidéo sur le Cecil Hotel. Certains d'entre vous doivent certainement s'en rappeler, puisque franchement, j'ai vraiment flippé à ce moment-là. Il y a mon étendage qui s'est mis à bouger tout seul et il y avait des bruits, des espèces de gros pucks qui apparaissaient de nulle part dans mon appartement, alors que je pense que si vous suivez mes vidéos vous avez jamais entendu des bruits comme ça. Mais évidemment il a fallu que ça arrive au moment où j'étais en train de parler de la disparition d'Elisa Lam et des vidéos hyper bizarres de l'ascenseur, des toutes dernières vidéos d'Elisa Lam. C'est déjà des vidéos qui me font très peur de base, et alors le fait que ça soit mis à s'agiter dans mon appartement à ce moment-là, franchement, honnêtement, j'ai vraiment flippé. Je pense que j'aurais pas eu aussi peur si juste j'avais été en train de faire autre chose. Mais là, comme j'étais vraiment spécifiquement en train de parler de ça, j'ai franchement flippé.
Et c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça un petit peu bizarres qui m'arrivent. Honnêtement, je pense que j'aurais plein de choses à vous raconter et il y a plusieurs personnes qui m'ont suggéré de faire un live. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je pense que effectivement je pourrais vous raconter toutes ces choses-là dans un live. Il faut juste que je continue à me renseigner parce que honnêtement je sais même pas comment on fait ça. Je suis franchement absolument nulle avec tout ce qui est les réseaux sociaux et tout ça. Je suis en train d'apprendre, etc. Mais tout s'est emballé un petit peu vite en ce moment, donc je sais pas trop comment on fait. Mais du coup je vous tiendrai au courant, je vais me renseigner et je pense qu'on va faire un live où je vous raconterai toutes mes expériences paranormales. Tes passions ou passe-temps en dehors de la chaîne, où tu vois la chaîne dans 2 à 5 ans. Sinon on voit aussi que t'es bien maquillée dans tes vidéos, est-ce aussi une passion? Sinon pour le contenu de ta chaîne, selon toi on est ou est-ce qu'on devient psychopathe? Histoire d'avoir un autre avis, merci pour ces moments, on attend la suite, bisous du Sénégal. Ouais, je te fais plein de gros bisous aussi, en plus t'as énormément de chance d'être au Sénégal, je trouve que c'est un pays magnifique, j'ai eu la chance de le visiter un petit peu et j'avais absolument adoré y passer un peu de temps. Pour en revenir à tes autres questions, donc mes passions ou passe-temps en dehors de ma chaîne, tu as tout à fait raison avec le maquillage, c'est effectivement une véritable passion et un passe-temps puisque effectivement j'y passe beaucoup de temps. En dehors de ça, comme je vous le disais, donc j'ai plein d'autres choses qui m'intéressent, notamment l'art sous toutes ses formes, hein, comme je vous l'ai dit. Le voyage aussi, enfin les voyages, le fait de visiter d'autres pays, c'est quelque chose qui m'attire énormément. J'ai eu la chance de voyager déjà un petit peu dans pas mal de pays et vraiment c'est quelque chose que j'espère continuer à développer. Après mes autres passions, ça va être tout simplement les sorties entre amis, les choses comme ça. Enfin, vraiment essayer de profiter au maximum, de pouvoir passer du temps avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes, c'est vraiment quelque chose à la fois à laquelle je suis pas forcément très bonne parce que comme je vous l'ai déjà dû vous le dire, je suis assez timide, mais en même temps vraiment que j'apprécie faire et ouais, j'aime beaucoup développer en fait tout le côté humain. À propos de ma chaîne et où est-ce que je la vois dans 2 à 5 ans, honnêtement je ne sais franchement pas, j'espère vraiment qu'elle va continuer à se développer. J'espère que je vais pouvoir aussi faire de nouveaux formats, j'ai plein d'idées en tête, notamment un petit peu plus commencer à sortir de ce cabinet et puis aller directement dans des endroits. Ça m'intéresserait beaucoup et j'attends d'avoir simplement pu m'acheter du matériel pour pouvoir le faire. J'ai envie de tester plein de nouvelles façons de faire des vidéos, de peut-être faire des collaborations avec des personnes, donc j'espère vraiment que ça va continuer à grandir comme c'est en train de le faire en ce moment et puis que je vais pouvoir explorer tout un tas d'autres choses. Après l'avenir sur YouTube, honnêtement je sais pas trop ce qui va en être parce que je pense que vous le savez mais YouTube est franchement pas très facile avec les personnes qui font des vidéos de mon style. Et je sais pas si ça va être viable encore pendant des années, j'espère que oui, j'espère que la politique de YouTube va un petit peu changer, qu'elle va un petit peu plus commencer à faciliter le travail des personnes qui font des vidéos dans mon style. Et écoutez, on verra, si jamais il faut bouger sur une autre plateforme, je serai prête à le faire. Ça m'embêterait parce que honnêtement j'aime beaucoup YouTube et j'y suis attachée, mais je saurais pas vous dire si dans 5 ans les choses auront évolué vers du bien. Honnêtement en ce moment c'est franchement pas le cas. Quelle est ta plus grande peur? On connaît mieux quelqu'un en découvrant ses angoisses qu'en découvrant ses passions. C'est super intéressant comme question. Alors ma plus grande peur, je pense que de manière assez classique, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, c'est tout simplement de perdre mes proches. C'est quelque chose qui était vraiment beaucoup plus présent chez moi il y a quelques années, de par mon histoire personnelle j'imagine. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais je continue quand même à garder un petit peu ça en tête et essayer au maximum de toujours rester en bon terme avec toutes les personnes que j'aime vraiment parce que on sait jamais de quoi sera fait demain et j'aimerais pas rester brouillée avec une personne que j'aime réellement parce que je me dis que si jamais je la perds, j'ai pas du tout envie de rester sur ce genre de choses et ça c'est vraiment quelque chose auquel je pensais beaucoup plus avant, maintenant ça va un peu mieux. Mais voilà, bon ça va vraiment être ma plus grande peur on va dire. Et sinon à part ça, j'ai une peur un peu à la con mais qui doit être partagée par beaucoup de personnes. Je suis arachnophobe, je crie pas, si je vois une araignée je vais pas partir en courant. Mais clairement par contre je ne suis absolument pas capable de m'en approcher. Je ne peux pas ni essayer de l'écraser, ni essayer de la faire sortir, de la mettre dans un verre ou quoi. C'est juste pas possible, je peux pas mettre ma main juste à côté d'une araignée. Quelle est ta plus grande fierté? Rencontre, choix, action, personne, etc. Félicitations pour les abonnés. Oui, on sait tous que tu as une petite bite maintenant, c'est super, merci.
Quelle est ta plus grande fierté? Rencontre, choix, action, personne, etc. Félicitations pour les abonnés, tu le mérites largement. Vive les 100 000. Bah écoute, j'attends les 100 000 avec impatience. En même temps, je pense qu'on a quand même le temps de les voir venir. Mais franchement, puisse l'avenir te donner raison. J'espère vraiment qu'un jour on les atteindra. Quelle est ta plus grande fierté? C'est une super bonne question, c'est pas facile. Vu que tu m'as un petit peu aidée avec ta parenthèse, je pense que ma plus grande fierté, au final, c'est les personnes qui m'entourent. Parce que vraiment, je suis entourée de personnes absolument formidables. Et j'ai un cercle d'amis qui est hyper solide. Et plus les années passent et plus je me rends compte à quel point j'ai vraiment de la chance. Parce que j'ai pas 150 000 personnes autour de moi qui gravitent. Mais j'ai vraiment par contre des amis sur lesquels je sais que je peux réellement compter. Et mine de rien, il y en a quand même un assez bon nombre, je trouve. Hein. Je sais pas combien en tout, mais entre 5 et 10, on va dire. Et ça fait déjà quand même pas mal de monde. Et vraiment, c'est des personnes, je sais que je peux avoir totale confiance en elles, qu'elles me diront les choses, qu'elles seront honnêtes avec moi, qu'elles me soutiendront toujours dans tout ce que je ferai, entreprendrai. Et ça, juste, ça n'a pas de prix en fait. Ouais, je pense que c'est ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir ces personnes-là dans ma vie, d'avoir été capable aussi de les garder en fait et de m'être honnêtement jamais disputée avec ces personnes-là. Je pense que ouais, ça doit être ma plus grande fierté parce que je vois tellement de personnes autour de moi qui s'embrouillent, qui se disputent pour des trucs à la con et honnêtement vous pouvez pas savoir à quel point je déteste le conflit et je suis extrêmement contente et fière d'avoir ces personnes qui sont toujours dans ma vie et avec qui je me suis jamais embrouillée. Ton style de musique? Alors honnêtement j'ai pas un style de musique, j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Franchement j'écoute un petit peu de tout et ça va être vraiment par phase. J'écoute par exemple je pense en majorité ce qu'on appelle la pop rock, des trucs comme ça, des trucs qui bougent un peu ou un peu doux mais pas vraiment genre trop hardcore non plus. Après j'écoute aussi beaucoup de musique un peu à l'ancienne, genre du vieux rock. Ça j'en écoute quand même beaucoup, genre des années 60, 70, même 80. Ça fait vraiment partie de mes playlists et que j'écoute énormément. Et sinon j'écoute aussi plus des musiques plus actuelles, ça va être un peu plus du rap, notamment du rap français un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous citer que j'écoute beaucoup en ce moment? J'écoute beaucoup le groupe Trust, j'écoute beaucoup Lizzo, j'écoute beaucoup Odezen, j'écoute beaucoup Julien Doré, rien que pour vous montrer en fait à quel point c'est des choses totalement différentes les unes des autres. J'aime beaucoup aussi Dian Tour, je suis complètement fan de Grims, vraiment j'écoute des trucs hyper différents les uns des autres donc ça va vraiment être difficile pour moi de donner un seul style. Je vous ai donné des petits exemples comme ça qui vous montrent à quel point en fait ça va absolument dans tous les sens. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Si oui, quels sont ceux que tu aimes? Alors ça fait vraiment des années que j'ai plus joué à des jeux vidéo. Il y a eu un moment où je jouais pas mal. Et franchement là maintenant j'ai vraiment plus du tout le temps. C'est très dommage d'ailleurs mais c'est comme ça, enfin j'ai absolument plus le temps malheureusement et quand je joue j'aime bien quand même pouvoir jouer pendant quelques heures, pas non plus toute la journée parce que je suis pas capable de le faire. Au bout d'un moment ça me saoule parce que honnêtement je suis très mauvaise en général aux jeux vidéo donc au bout d'un moment je finis par rager. Le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué c'était Skyrim, ça a vraiment été mon jeu coup de cœur pendant super longtemps. J'aimais juste trop l'univers, l'ambiance, tout ça, l'histoire, même la manière de jouer et tout ça j'aimais trop. Sinon j'ai joué pas mal aussi à Assassin's Creed, à Saints Row. J'ai aussi joué pendant très longtemps et encore de temps en temps ça me reprend parfois aux Sims. C'est pas forcément le truc le plus glorieux mais vraiment c'est le genre de truc auquel là par contre j'étais capable de passer absolument toute ma journée dessus. Sur la Play j'ai joué à Until Dawn et franchement j'ai vraiment bien aimé. C'était un jeu un petit peu d'horreur où il faut prendre des décisions un peu à la manière aussi de The Walking Dead et tous les jeux qui ont été faits par The Telltale Games qui faisaient des super jeux. Je suis vraiment dégoûtée d'ailleurs qu'ils aient fini par couler mais honnêtement ils vendaient leurs jeux vraiment trop cher donc ça m'étonne pas trop. Et vous savez c'est ce genre de jeu où en fait c'est presque comme un film mais vous devez prendre des décisions de manière assez rapide et ça influence tout le reste de l'histoire. Ça c'est vraiment aussi des jeux que j'ai beaucoup aimé donc The Walking Dead et Until Dawn, ceux-là je les ai vraiment poncés aussi.
Et puis en dernier jeu auquel moi j'ai pas joué mais j'ai énormément regardé mon copain y jouer et franchement c'est ouf comment j'ai pris du plaisir à juste regarder ce jeu parce que j'ai trop aimé et l'ambiance et le scénario et tout ça, c'est Red Dead Redemption et ça m'a vraiment fait ressentir un petit peu ce que j'avais ressenti aussi au moment où je jouais à Skyrim, cette espèce de liberté, de monde complètement ouvert où il y a énormément de choses et vraiment dans Red Dead, ce qui est ouf, c'est tous ces petits détails qui ont été réfléchis et qui ont été poussés, c'est complètement dingue. Et même le fait de ne pas y avoir joué m'a pas du tout dérangé parce que le fait de le regarder, c'était juste complètement immersif et j'ai trop kiffé. Donc je pense que à un moment donné, je vais quand même essayer de me prendre des vacances et il y a moyen que je me mette à fond sur Red Dead Redemption et que je ponce le jeu. As-tu un métier hors YouTube? Comment se passent tes recherches sur un sujet? Est-ce que tu écris un texte, tu as des notes, etc. Alors j'ai un métier hors YouTube entre guillemets dans le sens où j'ai le titre de psychologue mais je n'exerce pas puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur mes études, j'ai décidé de reprendre une formation pour devenir criminologue. Là j'ai été diplômée il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, j'ai reçu mes résultats. Le diplôme officiel je le reçois normalement en septembre donc j'ai même pas encore réellement reçu mon diplôme. Je vais commencer à vraiment chercher du travail là dans les prochaines semaines. Je me suis laissé un petit peu de temps quand même pour souffler, pour avoir quelques vacances parce que ça a vraiment été hyper intense d'avoir des études à distance en même temps que la chaîne en plus, ça faisait vraiment beaucoup de boulot. Donc j'ai besoin de souffler un petit peu mais normalement écoutez, j'espère que d'ici quelques mois je travaillerai en tant que psychologue dans le milieu de la crimino. Je sais pas encore dans quoi honnêtement, je vais postuler un petit peu partout, que ce soit dans le carcéral et aussi dans les associations notamment d'aide aux victimes et puis on verra bien où est-ce que je arriverai à trouver du travail. Et sinon comment se passent mes recherches sur un sujet? Est-ce que j'écris un texte? Est-ce que je prends des notes? Oui tout à fait, je prends des notes. Alors comment je fais pour rechercher sur un sujet? Ce que je fais en général, je commence par lire la page Wikipédia en français ou en anglais. En général en anglais elle est plus complète à moins que ce soit une affaire française évidemment. Donc ça c'est la première chose que je fais généralement parce que sur la page Wikipédia c'est bien construit de manière assez chronologique donc ça me permet en fait de commencer à faire une trame. Et ensuite je vais regarder ce qui se passe dans les sources de Wikipédia qui sont généralement assez fournies finalement, qui renvoient à beaucoup d'autres choses, donc c'est souvent des articles, des vidéos. Je vais commencer à tout éplucher en fait, donc je lis tous ces trucs, je fais aussi mes propres recherches sur Google tout simplement. Comme je vous le disais en anglais en général, si c'est une affaire évidemment anglaise, américaine ou quoi, il y a beaucoup plus d'informations donc c'est aussi là que je vais. Et puis quand je fais des recherches sur les tueurs en série notamment, je vais sur Murderpedia qui est un espèce de Wikipédia mais spécifique aux histoires de meurtre et ça c'est vraiment hyper fourni, il y a toujours énormément d'informations, il y a souvent beaucoup de photos aussi et puis ça regroupe plein d'articles qui sont hyper bien construits sur tel ou tel cas, donc c'est comme ça que je fais. Donc je lis énormément de choses, je note à chaque fois que je tombe sur des trucs nouveaux et aussi j'essaye de regrouper, de noter ce que je vois qui revient souvent parce que c'est ça qui me permet en fait de croiser au mieux les sources et d'être sûre que je vous dis pas de conneries. Après des fois je trouve des trucs qui sont juste dans un article et là souvent c'est quelque chose que je vais vous signaler, je vais vous dire bon ça faut quand même faire attention parce que je suis tombée dessus qu'une seule fois donc je sais pas trop quoi en penser etc. Et donc une fois que j'ai écrit toutes ces choses là, ça me fait un bon gros texte que j'essaye un petit peu d'élaguer, d'enlever des choses. Ensuite je me le rédige, donc je l'imprime et je passe au stabilo vraiment les gros mots clés et c'est ce que j'ai en fait sous les yeux quand je filme, donc j'ai des sortes de phrases plus ou moins bien construite on va dire et il y a les gros mots clés qui sont surlignés donc quand je regarde ma feuille je vois où j'en suis et si jamais j'ai besoin d'un peu plus d'aide je peux lire un petit peu le petit paragraphe mais généralement juste avec les mots clés déjà j'arrive assez bien à le faire parce que comme j'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé et retravaillé mon texte en général je connais assez bien l'histoire que je vous raconte. Après c'est pas forcément facile de bien construire ces phrases donc c'est aussi très pratique d'avoir sous les yeux des notes qui peuvent un petit peu servir de béquille quand on sait plus trop comment formuler ces phrases. Que serait une journée parfaite pour toi? C'est une super bonne question, c'est une question que je pose souvent aux gens et je me rends compte qu'en fait c'est hyper piégeux. Une journée parfaite pour moi je crois que ce serait tout simplement d'être avec
tous mes amis, toutes les personnes que j'aime le plus. Et alors là ça va être vraiment le truc grosse gamine, mais de passer toute la journée à Universal Studios à Orlando. J'y ai été, j'ai eu la chance d'y aller quand je suis allée en Floride et honnêtement, mais genre best journée ever. Enfin vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais une putain d'enfant toute la journée. Il y a l'énorme parc Harry Potter, mais j'aurais pu y passer absolument toute ma vie. Il y a tout le décor de Jurassic Park avec les attractions. Il y a plein de roller coasters et j'adore les attractions à sensations fortes. S'il y a que des univers absolument géniaux, j'ai complètement mais adoré. En fait j'ai même passé 2 jours parce qu'il y a 2 parcs. Et franchement, mais c'était juste trop bien. Et ça, j'ai pu le faire, j'étais juste avec mon copain, mais si je pouvais le faire avec juste toutes les personnes que je kiffe, mais je pense que ce serait vraiment la meilleure journée de ma vie. C'est complètement futile, mais franchement, ce serait ça. Et puis aussi, le fait de pas être fatigué au bout d'un moment, parce qu'en vrai, au bout d'un moment, vous êtes complètement mort. Donc ma journée parfaite, ce serait de faire ça, mais sans ressentir la fatigue, mais là je serais mais au max total. Salut Sonia, si tu pouvais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que ce serait? Physique, caractère? Et quelle est ta plus grosse peur? Bisous et bonne continuation sur YouTube. Je te fais des bisous aussi. Donc pour la peur, j'ai répondu tout à l'heure, et à part ça, tu me demandes donc qu'est-ce que je voudrais changer chez moi? Physique et caractère. Il y a quelques années, je pense que je t'aurais dit plein de choses au niveau de mon caractère et finalement en vieillissant, je pense que j'ai réussi un petit peu plus à apprendre à me connaître et à mieux accepter quels étaient mes défauts au niveau de mon caractère. Et maintenant, je pense que je me connais mieux et je sais mieux vivre avec moi-même en fait, tout simplement. Donc j'essaierai pas forcément de changer grand chose sur mon caractère parce que mes défauts sont aussi mes qualités, enfin c'est aussi ce qui fait ma force parfois. Donc du coup au niveau du caractère je pense que actuellement j'aurais pas envie de changer grand chose. Au niveau du physique par contre je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais changer. J'ai tout un tas de complexes évidemment, notamment autour de mon poids. Donc ça je pense que franchement ce serait certainement le truc un peu bateau et basique, mais clairement si je devais changer ça, ouais ça devrait être ça. Et du coup pour enchaîner, quels sont tes défauts et tes qualités? Tu peux donner des exemples de situations. Alors c'est vraiment pas facile. En fait honnêtement je pense que pour essayer de cerner ma personne, il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément de manière tout ou rien. Je suis vraiment un peu tout le temps dans les extrêmes, ce qui fait du coup à la fois ma force et qui peut aussi être ma vraie faiblesse. Parce que je m'explique, en fait, quand je fais quelque chose, je le fais complètement à fond ou je vais pas du tout le faire. Et vraiment, tout est vraiment comme ça. J'essaye tout le temps de pousser à l'extrême. Alors moi-même j'essaye un petit peu d'apprendre à me modérer, mais ouais je suis énormément comme ça. Et en fait du coup je suis aussi un petit peu parfois une chose et son contraire. Genre par exemple je vais être quelqu'un de, on va dire, assez timide au premier abord, mais par contre une fois que ça y est je suis partie, je peux être mais complètement exubérante, mais même avec des gens que je connais pas. C'est même pas forcément une question de dès que je suis à l'aise avec quelqu'un, parce que je continue à pas du tout être à l'aise avec des gens que je connais énormément sur certaines choses, mais bizarrement il y a d'autres moments où je vais être complètement extravertie. Et je suis un peu comme ça pour tout au final, donc je pense que vraiment ça va être ça qui est mon trait de caractère principal. En fait c'est un truc que j'avais pas dit depuis longtemps, mais je suis en train de me rappeler cette phrase que je disais souvent pour me décrire. Ma stabilité à moi, c'est mon instabilité. C'est le fait de, en fait, tout le temps être une chose ou son contraire, d'aller à fond dans quelque chose ou au contraire d'y aller à reculons et de complètement plus le faire. Et en fait, ma stabilité, justement, c'est le fait d'être tout le temps changeante sur beaucoup de choses. Et finalement, le jour où je vais vraiment me poser, au final, ce sera plus moi. 10 000 déjà, félicitations pour cette belle progression, ça fait plaisir de voir que tu trouves ton public, c'est tout à fait mérité. Sinon j'aimerais savoir si tu lis autre chose que des bouquins de psycho ou de comptes rendus d'affaires criminelles, autre chose que ce que tu lis pour préparer tes vidéos. Honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment plus du tout, et ça rejoint le fait que je suis quelqu'un d'extrême. Quand je fais quelque chose, et là depuis que j'ai commencé ma chaîne, je fais limite plus que ça. Mais vraiment je passe tout mon temps, c'est-à-dire que tout le temps que je passe à préparer mes vidéos, à les tourner, à les monter, dès que j'ai du temps libre je commence à regarder d'autres trucs. Si je regarde des reportages, des trucs sur Netflix, des séries, même des fictions mais qui tournent aussi autour de la criminologie, je lis des bouquins là-dessus. Je suis complètement tarée de psychologie en ce moment, de psychocriminologie pardon.
Et oui, si de temps en temps j'essaie de me changer les idées, mais alors vraiment je vais regarder des trucs totalement différents. Genre je vais regarder des vidéos de maquillage sur YouTube quoi. Parce que des fois oui j'ai besoin quand même de décrocher et de faire autre chose. Mais honnêtement j'ai même plus le temps de lire autre chose. Avant j'aimais bien lire, j'avais des lectures sur tout un tas d'autres trucs. Mais en ce moment c'est horrible. En ce moment je fais vraiment plus que de la criminaux. Je me rends compte à quel point ça doit être super lassant. Même mon mec il en peut plus parce que dites-vous qu'à chaque fois qu'on va sur Netflix, tous les trucs que j'ai mis dans ma liste et du coup tous les trucs que Netflix me propose c'est tout le temps des trucs hyper glauques et il me dit mais j'en peux plus en fait, j'ai envie qu'on regarde d'autres trucs. Je suis vraiment juste tellement à fond là-dedans et non, du coup je ne lis absolument rien d'autre que des histoires de crimes en ce moment, c'est vraiment hyper joyeux. Des chaînes YouTube intéressantes à recommander, j'en ai déjà parlé un petit peu, franchement je vous invite vraiment à aller voir les vidéos du Roi des Rats, j'aime beaucoup sa manière de faire. Sinon qu'est-ce que je peux vous conseiller? Donc vous connaissez certainement Victoria Charlton, je vous la recommande évidemment parce qu'elle fait des vidéos absolument incroyables, notamment ses vidéos de disparition comme je vous le disais, que j'aime beaucoup. Sinon niveau maquillage, comme je l'ai dit aussi, Marion Caméléon, Ayo Coralie, j'aime aussi beaucoup Sandrea pour sa simplicité. Et puis après il y a des chaînes américaines, par exemple Nikki Tutorials qui est vraiment je pense l'une des meilleures au niveau du maquillage. Sinon je vais en profiter aussi pour vous parler de chaînes un petit peu plus petites entre guillemets. Vous pouvez notamment aller voir les chaînes de Révélateur X qui fait vraiment un super bon boulot. J'aime énormément l'esthétisme de ses vidéos et puis le fond qui est très bien travaillé. Il y a la chaîne de Creepy Tapes aussi qui est super chouette si jamais vous aimez les creepypasta. Elle les fait hyper bien, elle a une voix que j'adore, mais vraiment j'adore sa voix. C'est incroyable comme elle parle bien et vraiment je serais capable de l'écouter pendant des heures. En plus elle raconte des histoires super intéressantes et elle a vraiment pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle mérite, donc allez voir sa chaîne. Vraiment tout sera de toute manière listé en barre d'infos, allez-y si jamais ça vous intéresse. Sinon j'ai envie de faire aussi un petit coucou à Az l'épouvantail qui fait des super revues de films d'horreur. Si jamais vous aimez les films d'horreur, lui il parle de ça très bien et puis j'aime beaucoup quand il fait des vidéos où ça lie en fait plusieurs films sur un thème. Par exemple il avait fait une vidéo sur la paralysie du sommeil dans les films d'horreur, donc ça je trouve que c'est hyper intéressant. Puis il l'a fait aussi notamment avec les femmes, avec la Saint-Valentin, enfin il y a tout un tas de sujets comme ça qui peuvent être abordés et il le fait vraiment super bien, donc allez également le soutenir. Et puis il y a vraiment une chaîne que j'aime beaucoup, que je trouve hyper qualitative et qui a vraiment pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle mérite. C'est la chaîne de Alt236, j'espère que je dis son nom correctement, je sais pas exactement comment on est censé dire ça. Il est vraiment juste exceptionnel, enfin allez voir ses vidéos, il fait des super revues, notamment d'art et de tout le milieu un petit peu glauque et fantasmagorique. Et vraiment, mais ce qu'il fait est absolument exceptionnel, il s'est aussi lancé dans des espèces de courts-métrages qui sont mais d'une qualité incroyable. Vraiment allez voir ce qu'il fait, il fait aussi lui-même ses propres musiques et elles sont juste trop bien. C'est un petit peu rétro à la manière des musiques de Stranger Things par exemple. Et franchement mais allez voir sa chaîne parce qu'elle mérite énormément plus d'abonnés. Coucou, j'aimerais savoir quelle est ta saison personnage préférée de American Horror Story. Alors niveau de la saison préférée, je pense sans grande originalité que ma saison préférée c'est la numéro 2, c'est Asylum. Tout simplement parce que franchement elle est juste trop bien cette saison là, c'est celle qui rassemble en fait les sujets que j'aime trop, genre la psychiatrie, la religion aussi, et puis avec un petit soupçon de science-fiction avec les extraterrestres. C'est vraiment je pense les thèmes qui me plaisent le plus. Et puis vraiment au niveau du scénario j'avais vraiment beaucoup accroché avec le développement de cette histoire là, avec le tueur en série, avec tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'asile. Franchement c'était hyper bien fait et sinon j'aime aussi beaucoup la saison 4, le Freak Show. Et mon personnage préféré par contre c'est Liz Taylor de la saison 5 dans l'hôtel. Je saurais même pas dire à quel point j'aime ce personnage, je suis complètement tombée amoureuse de ce personnage. Elle est juste parfaite et franchement pour moi Liz c'est best personnage ever de limite toutes les séries qui existent. Enfin je l'aime juste tellement, c'est un truc de fou. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que malgré le sujet de tes vidéos tu parviens à conserver une certaine sensibilité? En quoi consistent les études en criminologie? Quels cours as-tu?
Psychanalyse ou TCC, quel livre t'a le plus captivé dans le domaine du crime? Merci pour tout, continue comme ça, gros bisous, PS, j'adore ton maquillage. Merci beaucoup, alors tu m'as posé plein de questions qu'on m'a pas encore posées en plus, donc c'est parfait. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Est-ce que malgré le sujet de tes vidéos, tu parviens à conserver une certaine sensibilité? Alors, oui, évidemment, oui et non. En fait, si vous voulez, en général, j'arrive à être assez bien blindée, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de toute manière à faire en étant psychologue. J'arrive à me détacher assez bien de ces choses-là et j'arrive à pas être trop touchée. Mais comme je vous l'ai dit, dans certains cas, ça m'arrive quand même. Dans certains cas de vidéos, sont plus difficiles à traiter que d'autres. Après, c'est assez paradoxal parce que au final, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais vraiment à tous les sens du terme, enfin au sens très problématique de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que c'est tous mes sens qui sont beaucoup plus sensibles que la normale et c'est aussi du coup évidemment au niveau psychique. Donc c'est assez paradoxal mais finalement j'ai réussi à trouver un assez bon équilibre dans la criminologie et dans tout ce qui touche à la psychologie finalement. J'arrive à garder une distance qui est salvatrice évidemment la majorité du temps, mais évidemment, oui, ça m'arrive des fois d'être un peu plus touchée par certaines choses. En quoi consistent les études en criminologie? Alors, j'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo où je vous expliquais mon parcours scolaire. En fait, en criminologie, moi, ce que j'ai fait principalement, c'était deux choses, c'est de la psychologie et du droit. Donc la psychologie ça allait encore parce que du coup c'est quand même mon domaine, donc j'étais plus à l'aise même si je connaissais pas forcément toutes les notions qu'on a vues. Par contre le droit c'était vraiment très difficile parce que là par contre j'y connaissais absolument rien et j'étais dans cette formation avec des gens qui avaient des masters en droit, donc c'était vraiment pas facile parce que du coup le niveau était quand même très élevé. Ça c'est principalement ce qu'on fait, c'est les deux grosses choses que vous faites, qu'on fait dans un diplôme de criminologie. Après on voit aussi d'autres notions, que ce soit de la sociologie, même j'ai envie de dire de l'histoire, parce qu'on fait aussi l'histoire de la criminologie. Mais ouais, les deux gros pôles on va dire que ça reste psychologie et droit. Quel cours as-tu? Bah écoute, en fait les cours qu'on avait c'était comme je vous l'ai dit, donc de l'histoire de la criminologie, ensuite des cours de victimologie, donc plus axé sur la psychologie des victimes, des cours de psychopathologie criminelle, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la tête d'un délinquant, des cours de comment en fait, pourquoi les gens passent à l'acte, donc vraiment en fait étudier quels sont tous les phénomènes extérieurs et aussi intérieurs à une personne qui la font arriver à passer à l'acte. Un petit peu de profilage, donc comme je vous en ai déjà parlé, établir le profil d'un criminel. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Du droit comme je vous l'ai dit, donc là c'est vraiment un petit peu plus connaître le droit français. C'est vraiment tout ce qui est notamment autour de l'évaluation de la responsabilité ou pas d'une personne pour savoir si elle était responsable de ses actes ou pas, puisque du coup nous en tant que psychologue on est souvent amenés, je pense en criminaux, à devoir déterminer ça aussi. On parlait d'évaluation de la dangerosité, donc voilà, c'est tout ce genre de cours là. La question suivante m'amuse beaucoup, psychanalyse ou TCC? J'ai envie de te répondre intégrative. Pour ceux qui ne savent pas, psychanalyse et TCC ce sont deux courants un petit peu opposés on va dire en psychologie, deux manières d'approche très différentes pour les patients. Honnêtement, moi ce que je préfère c'est l'intégrative, c'est-à-dire en fait pouvoir être capable d'aller piocher dans l'un ou dans l'autre, et dans un seul patient on peut utiliser des techniques très différentes. Un de mes auteurs préférés s'appelle Irvin Yalom, c'est un psychiatre qui est aussi psychanalyste, qui est thérapeute et que vraiment je trouve absolument formidable. Il a dit quelque chose qui m'inspire énormément à chaque fois que je travaille avec des patients. Il dit qu'il faut réinventer la thérapie pour chaque patient et je trouve que c'est exactement ce qu'on devrait tous essayer de faire en tant que psy, parce que chaque patient est totalement unique et finalement il n'y a pas une méthode qui peut coller pour tout le monde. Alors moi personnellement j'ai plus grandi on va dire dans la psychanalyse, puisque mes deux mémoires je les ai rédigées avec un directeur de mémoire qui était un psychanalyste, que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui m'a un petit peu réconciliée avec la psychanalyse parce que de base j'avais certains a priori. Mais les TCC j'ai aussi un petit peu connu parce que ma maître de stage elle était beaucoup plus TCC et elle m'a donc un petit peu plus inculqué ça, et vraiment en fait j'ai évolué un petit peu dans les deux et je trouve ça extrêmement dommage de devoir choisir, donc voilà c'est pour ça que je te réponds intégrative, parce que c'est vraiment pour moi la meilleure manière d'être un bon psychologue.
Et à propos de quel livre t'as le plus captivé dans le domaine du crime, donc comme je l'ai dit, je vais vous faire une biblio, mais là récemment, je sais pas si c'est le livre qui m'a le plus captivé, mais franchement c'était hyper intéressant. J'ai lu Psychologue du crime, qui a été écrit par deux psys qui travaillent à l'OCRVP. Et ça en fait, si vous voulez, l'OCRVP et les psychologues qui travaillent là-bas sont un petit peu les seuls qu'on pourrait comparer aux profilers qui existent aux États-Unis. C'est vraiment des psychologues qui vont justement établir des profils de criminels, que ce soit de tueurs en série mais aussi de violeurs en série, en tout cas pour des crimes assez violents, très marquants, et du coup où il y a besoin d'établir un profil puisqu'on va rechercher ces criminels-là. Et franchement c'est un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé hyper intéressant parce que du coup il parle de plusieurs affaires qui se sont passées en France et ils expliquent très bien quelles ont été leurs démarches à eux en tant que psy. Donc du coup moi quand j'ai lu ça, déjà de 1 je l'ai lu parce que c'est vraiment le genre de métier qui me fait totalement rêver, bien évidemment, et en plus du coup j'ai vraiment pu bien comprendre quelle était leur manière de travailler, et j'ai appris énormément de choses en fait tout simplement sur l'exercice du métier de psychologue dans ce genre de service là. As-tu un tueur qui te passionne plus que les autres? Personnellement c'est Albert Fish. Bah écoute, pour être très original, moi aussi c'est Albert Fish comme je l'ai déjà dit, ou alors Ed Kemper. Je pense que c'est vraiment les deux tueurs qui me passionnent le plus pour des raisons très différentes. Ed Kemper c'est plus pour le côté accessible en fait, enfin pour le fait que ça a été l'un des premiers à parler avec le FBI notamment et à du coup nous aider aujourd'hui à en savoir plus sur les tueurs en série, et c'est quelqu'un qui a vraiment le dialogue assez facile autour de tout ça, autour du crime, donc c'est certainement pour ça que c'est lui qui m'intéresse beaucoup et avec qui j'aimerais bien échanger éventuellement. Et Albert Fish, comme je l'ai dit, parce que c'est vraiment un cas tellement extrême que forcément je suis complètement en fascination, pas en admiration bien entendu, en fascination devant les ressorts psychologiques d'une telle personne. D'où viennent les photos de ton générique et quelle est leur histoire, notamment celle avec la marionnette? Alors la plupart des photos de mon générique, je les ai cherchées au moment où je commençais à créer ma chaîne en fait, et j'avais vraiment envie de créer un générique un petit peu style générique de série, vous savez, notamment j'étais très inspirée à la base par le générique de Mindhunter et j'avais envie de faire un truc un peu dans ce même genre. Et du coup en fait j'ai commencé à rechercher à la fois donc des images de personnalités, donc de tueurs en série très célèbres, comme vous avez pu le voir, il y a Ed Kemper, il y a Jeffrey Dahmer, etc. Et d'un autre côté, je voulais aussi des images un petit peu creepy, tout simplement, pour créer cette ambiance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché dans les photos un petit peu anciennes, et je crois que j'ai juste tapé old pictures, old creepy pictures ou un truc comme ça, parce que je sais qu'il y a vraiment une énorme collection de vieilles photos qui n'étaient pas forcément faites pour être vraiment effrayantes à la base, mais qui le sont aujourd'hui avec le recul, notamment les photos d'Halloween. J'en ai mis certaines justement dans le générique parce qu'elles sont... Enfin, ils sont là avec leur masque et tout, et ils font super peur, alors qu'en vrai, c'était pas... Enfin si, c'était l'objectif parce que c'était Halloween, mais la photo est hyper angoissante, alors qu'en vrai, c'est juste des gens qui s'amusaient. Et il y a plein de sites internet qui répertorient, on va dire, des vieilles photos comme ça. C'est pour ça que j'avais choisi des portraits d'enfants aussi, je trouve que ça fait particulièrement peur, alors qu'en vrai, c'est juste des enfants comme ça, quoi. Et donc, ce marionnettiste, c'est un ventriloque, en fait, qui n'a pas d'histoire particulièrement creepy, mais juste... Je trouvais que, comme pour les masques d'Halloween, ces photos assez rétro, elles ont un côté hyper angoissant, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon générique. Dis-moi, ça ne te fait pas flipper tous ces gens qui te matent? Alors non, honnêtement ça va, ça me fait pas flipper. Par contre, ce qui me fait un peu bizarre, c'est de me dire qu'il y a autant de personnes derrière leur écran qui me suivent. Ça, je t'avoue que franchement c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser. Sinon non, honnêtement ça me fait pas spécialement flipper. Après c'est un petit peu compliqué parfois de réussir à bien garder sa vie privée, on va dire, parce que je reçois beaucoup de messages un petit peu partout et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui voudraient avoir un lien un petit peu particulier avec moi, ce que je peux comprendre parce que moi-même je regarde des vidéos sur YouTube et moi-même je ressens un petit peu ça parfois avec certains youtubeurs, mais après c'est comme ça, il faut que j'arrive à mettre une certaine distance. J'essaye au maximum de répondre à tous les messages que je reçois, mais après il faut aussi que j'arrive à garder certains aspects de ma vie privée,
Donc bon, pour l'instant franchement ça se passe bien, j'ai aucun problème. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent me rencontrer, donc j'essaierai d'organiser peut-être une rencontre en région parisienne, et ça je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et ça me fait pas spécialement peur que des gens aient envie de me rencontrer, parce que je comprends tout à fait ce qu'ils peuvent ressentir. Tu comptes tuer ton copain et faire une vidéo sur ton cas un jour? Alors franchement, le jour où j'aurai plus d'idées de sujets à traiter n'est pas près d'arriver, mais si jamais un jour ça devait arriver, écoute, ça reste une option tout à fait envisageable pour moi. Penses-tu faire des collabs si tu as des propositions? Ah, et un truc important, je n'ai jamais vu de pub avant tes vidéos ou pendant, pourtant je n'utilise pas de bloqueur de pub. Pourquoi ne pas monétiser tes vidéos? Tu le mérites. Alors oui, je pense faire des collabs si jamais j'avais des propositions. D'ailleurs, il y a peut-être des choses qui devraient arriver dans les prochains mois, donc je vous tiendrai au courant de ces choses-là évidemment. Et pour ta deuxième question à propos de la monétisation, ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, tout simplement, j'essaye de monétiser mes vidéos, mais honnêtement, il y en a à peu près aucune qui passe. C'est très très pénible, mais comme je vous le disais, YouTube n'est vraiment pas très sympa avec les personnes qui font des vidéos de mon genre sur la plateforme en ce moment, et quasiment l'intégralité de toutes mes vidéos se font démonétiser avant même que j'ai rentré mes tags, avant même que j'ai entré la description. Donc je pense que déjà de base, je me suis fait repérer et je suis démonétisée tout le temps. Il y a quelques vidéos qui passent quand je le réclame, mais franchement dans la grosse majorité des cas, j'ai envie de vous dire, là je sais que j'ai posté plus d'une soixantaine de vidéos, je pense qu'il y en a moins, non, il doit y en avoir genre une dizaine seulement qui est monétisée, et évidemment c'est souvent pas les vidéos qui font le plus de vues parce que c'est pas les sujets qui intéressent le plus les gens, donc voilà. Pour être totalement transparente avec vous, par exemple, j'ai encore pas touché un seul centime de la part de YouTube, alors que ça fait quand même 10 mois que je fais des vidéos, que j'ai commencé à demander la monétisation il y a plusieurs mois maintenant. Et en fait, de ce que j'ai vu, il faut atteindre minimum 70 € pour avoir un premier versement, et j'en suis pas encore là. Donc clairement, j'ai encore pas touché ni un centime ni un euro de la part de YouTube. Et quand ça viendra, je pense que malheureusement ce sera vraiment pas des gros revenus parce que quasiment toutes mes vidéos sont démonétisées. Quel métier tu aurais voulu faire, ou quel métier exerces-tu en dehors de YouTube? Et aussi j'aime beaucoup tes maquillages, ce serait pour savoir quand tu as commencé à te maquiller avec des couleurs flashy et à avoir un style aussi pétillant. Alors donc comme je l'ai déjà dit, je suis psychologue, donc ça c'est mon métier en dehors de YouTube, et j'espère que je vais bientôt commencer à l'exercer dans le domaine de la criminologie. À part ça, quel métier j'aurais voulu faire? Il y en a eu un paquet, mais le dernier en date qui m'a vraiment genre bien pris la tête et j'avais envie de tout lâcher pour faire ça, et je sais même pas comment j'aurais fait en fait. J'avais énormément envie de faire des décors pour notamment les films, mais aussi genre pour les parcs d'attractions, pour des magasins, pour des différents endroits comme ça qui ont besoin en fait de décors. Et vraiment c'est un truc que j'avais grave envie de faire et que j'ai toujours grave envie de faire, j'aime trop ça. Genre c'est de la déco d'intérieur ou d'extérieur, enfin c'est créer un univers entier. Et j'aime tellement faire ça, j'aurais surkiffé faire ce métier. Mais après quand j'ai commencé à vraiment me renseigner, je me suis rendu compte que c'était méga compliqué, parce qu'en vrai c'est vraiment pas facile, faut travailler soit dans le domaine des décors de théâtre et tout ça, mais pour faire ça en général en fait il faut être genre architecte et avoir fait masse d'années d'études, et c'est vraiment pas facile en plus parce que c'est une matière finalement assez scientifique, et comme vous avez été très nombreux à le remarquer, je suis totalement nulle en maths, donc ça aurait été je pense assez compliqué. Du coup j'ai fini par lâcher, et c'est là que je me suis dit bon bah vas-y, on va quand même finir ces études de psycho, et que je suis devenue psychologue. Mais vraiment pendant super longtemps j'avais méga envie de faire ce métier là. Et sinon pour ce qui est du maquillage, alors en fait moi j'ai commencé à me maquiller je pense quand j'avais genre 15 ou 16 ans. Ouais si, c'est quand je suis arrivée en troisième, et surtout ça s'est bien développé quand je suis rentrée en seconde. Et en fait j'ai tout de suite commencé à faire des maquillages justement assez flashy. Bon, j'avais un style quand même assez particulier à l'époque qui était à mi-chemin entre genre emo girl, punk, gothique, enfin il y avait plein de trucs comme ça qui se mélangeaient. Et bon, je me maquillais du coup quand même beaucoup, et j'ai tout de suite commencé à acheter la marque Urban Decay dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'ils faisaient des couleurs géniales, et du coup je me faisais plein de trucs genre des arcs-en-ciel et tout ça. J'ai commencé assez jeune, à 15-16 ans, à faire ce genre de maquillage. Et ensuite
Quand je suis arrivée à Paris, j'ai vraiment beaucoup calmé tout ça. Je me suis énormément calmée et j'ai commencé à faire des maquillages qui étaient vraiment un peu tout le temps les mêmes et hyper basiques. Genre vous savez le truc hyper simple, genre en marron avec un trait de liner et tout. Et j'ai fait ça pendant des années alors que franchement ça me manquait de faire des maquillages un peu plus fous avec plein de couleurs. Mais ouais, pendant un certain temps en fait tout le monde me considérait déjà trop comme la meuf un peu excentrique, originale. Et j'essayais vraiment d'aplanir ça. Et puis finalement, là il y a quelques temps, je me suis dit mais fuck, pourquoi est-ce que tu t'empêches de faire ce que tu as envie de faire? Et je me suis remis à acheter des palettes avec plein de couleurs et franchement je vis ma meilleure vie depuis que je fais ça. Je suis absolument contente, ravie et je regrette de pas m'y être mis avant parce que honnêtement ça me fait juste trop plaisir, je kiffe me faire des maquillages comme ça, je me fous totalement de la vie des gens et tant pis si c'est pour être critiquée, bah tant pis, en vrai je suis tellement plus contente d'être comme ça maintenant que franchement j'ai tout à y gagner. Ah voilà enfin la question que j'attendais. Que signifie le LWU de Liu? Si tu l'as dit dans une vidéo, c'est que je l'ai raté. Non, tu ne l'as pas raté, je l'ai jamais dit. Franchement, vous allez être méga déçus quand vous allez savoir. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon surnom, enfin mon pseudo sur internet depuis toujours en fait. C'est le truc que j'ai commencé à me trouver quand j'avais genre 14 ou 15 ans et c'était, vous savez, à l'époque de MSN, ceux qui ont connu MSN, ceux qui sont des vieux comme moi là. Vous avez connu ça et du coup, en fait, on avait tous des pseudos, vous savez, avec plein d'écritures et tout ça. Et moi, j'avais envie du coup de me trouver un pseudo qui soit assez court, assez, ouais, punchy quoi. Et du coup, je sais même pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Mais du coup, j'ai pris les premières lettres d'une espèce de phrase, ou je sais pas, qui est Lost Without You. Enfin, du coup, le U faisait le You. Et donc, ça veut dire perdu sans toi ou sans vous. Et du coup, j'avais choisi ça comme ça. Oui, c'est complètement cucu, je sais, c'est totalement cucu, sauf que c'est resté mon pseudo depuis tout ce temps. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon pseudo, je me fais appeler comme ça, et vous savez maintenant que c'est complètement débile. Ça y est, c'est dit. J'ai une question qui va peut-être sembler futile, mais quelles sont tes palettes préférées? Tu as toujours un maquillage des yeux magnifique. Et Napoléon est-il un chartreux ou un British shorter? Alors comme je le disais tout à l'heure, moi je me maquille vraiment plus qu'avec du maquillage vraiment très peu cher en fait. Quoique je suis en train de vous dire ça alors qu'en ce moment je porte du maquillage qui est quand même d'une palette un peu plus chère, donc c'est un peu hypocrite. Mais de manière générale j'utilise les palettes NYX qui sont pas trop mal, sans être folle non plus. La palette 35B de chez Morphe qui est vraiment super cool pour faire plein de maquillage hyper coloré. Et puis plusieurs palettes de chez Makeup Revolution et ma préférée c'est vraiment la Extra Spice que j'utilise quand même assez souvent parce que vraiment je la trouve hyper pratique. On peut faire des choses assez sobres et aussi avoir des petites touches de folie et vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup, mais j'ai plusieurs palettes de chez Makeup Revolution parce qu'elles coûtent absolument rien, donc c'est vraiment hyper cool pour pouvoir avoir plein de palettes différentes avec des... J'aime bien en plus toutes les manières de faire qu'ils ont d'arranger leurs palettes. Et donc je vous disais que là j'ai quand même utilisé du maquillage qui vaut un petit peu plus cher parce que je me suis fait plaisir et j'ai acheté la palette de Alyssa Edwards chez Anastasia Beverly Hills et franchement elle est super cool, donc je peux dire qu'elle fait partie de mes palettes préférées. Quant à Napoléon, c'est bien un British shorter. Je sais que beaucoup de personnes me posent la question et effectivement les British de cette couleur là ressemblent beaucoup au chartreux, mais vous voyez à sa tête qu'il est quand même vraiment très gros. Mon chat n'est pas gros, ok, j'ai juste dit que sa tête fait un peu grosse, mais en vrai il est pas gros, pas du tout. Comment tu as appris à faire toutes ces techniques de maquillage? Comme je vous le disais, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant que je me maquille, donc avec le temps en fait on finit par s'améliorer. Mais en vrai je dois quand même dire que je dois beaucoup à Marion Caméléon qui est juste excellente dans ce qu'elle fait. J'aimerais un jour arriver à avoir le tiers de son talent, mais en tout cas ses vidéos sont juste exceptionnelles et je les recommande tout le temps à toutes les personnes qui me demandent comment je fais pour me maquiller et tout ça. Je leur dis regardez les vidéos de Marion, elle explique super bien et franchement j'adore cette personne, vraiment je suis juste complètement fan et regardez ses vidéos si jamais vous avez envie d'apprendre à vous maquiller. Tu changes souvent de coiffure, t'as déjà regretté? Et franchement là depuis que j'ai ma chaîne, je vous l'ai déjà dit, je me suis quand même vachement calmée. Avant je changeais énormément, genre je changeais de couleur de cheveux tous les 2 ou 3 mois, ça passait de brun à blond, ça donnait rouge, puis bleu, puis à nouveau blond, puis tie and dye, puis des mèches, puis j'ai eu à peu près
beaucoup de choses, pas tout mais beaucoup. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de regretter? Je crois pas avoir fait de trucs qui m'a vraiment pas plu. À la limite, non, franchement, à la limite peut-être certaines décolorations qui se sont pas méga bien passées et qui étaient quand même un peu jaunes. Mais franchement, c'était pas non plus dégueulasse, donc non, il n'y a rien que j'ai vraiment méga regretté au niveau de mes cheveux. Est-ce que tu as des manies au quotidien? Je crois pas. Je crois pas avoir de manie. Non, honnêtement, franchement, je suis quelqu'un de super facile à vivre. Non mais je dis ça honnêtement, hein, je suis pas en train de me vanter. Je suis franchement assez facile à vivre, j'ai pas vraiment de manie. Franchement, je crois que le seul truc, c'est vraiment que j'ai besoin de prendre ma douche pour me réveiller. Ça va être ça ma manie, on va dire. Ce que je fais en général, c'est que je me lève et quand j'ai besoin de me lever tôt et d'aller quelque part, je me lève et je file direct sous la douche parce que je sais que c'est le truc qui va me réveiller. Et si je prends pas ma douche le matin, franchement, après, je me sens pas bien toute la journée, je me sens sale alors que je suis pas sale techniquement parce que par exemple je me suis lavée genre la veille au soir, mais si je l'ai pas fait je vais pas me sentir bien, donc je pense que ça va être ça ma seule manie. Est-ce qu'il y a une affaire de crime qui te passionne plus que d'autres? Bah clairement, hein, ça vous le voyez de toute manière quand je vous fais déjà des mini-séries sur des trucs, c'est que je suis complètement à fond. L'affaire Jane Bennett Ramsey, encore une fois, c'est vraiment l'affaire qui m'a le plus passionnée et qui me pose toujours autant de questions. Après évidemment il y a des affaires dont je vous parle qui me passionnent moins que d'autres, mais de toute manière, en tout cas toutes les choses dont je décide de vous parler, c'est forcément que c'est des choses qui m'intéressent. Donc tout ce que vous trouvez sur ma chaîne, c'est de toute manière des choses pour lesquelles j'ai un véritable attrait. Pour toi, quel est le pire tueur en série et pourquoi? Alors dans les tueurs dont j'ai déjà parlé, je pense que je dirais que c'est Dennis Rader qui fait partie vraiment des personnes qui m'ont énormément mis mal à l'aise et avec lesquelles j'ai beaucoup de mal à ressentir de l'empathie au même titre que David Parker Ray qui est potentiellement, on pense, un tueur en série aussi et qui lui vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Après, je sais que vous êtes très nombreux à me dire de lire les écrits de Gérard Schaeffer. Je ne l'ai pas encore fait, je les ai plus ou moins trouvés sur internet et j'attends de le faire. J'attends vraiment d'avoir l'envie. En fait, j'ai pas envie de me forcer à le faire pour l'instant. C'est pas que j'ai peur d'être dégoûtée ou quoi, mais pour l'instant j'ai envie de parler de choses peut-être un peu moins connues. Et pour l'instant, voilà, je me suis pas méga renseignée, enfin je connais déjà assez le personnage et je pense qu'effectivement c'est quelqu'un de bien trash. Donc ouais, je pense que c'est potentiellement l'un des pires, mais dans ceux dont j'ai traité, on va dire que je vais choisir Dennis Rader et David Parker Ray. Comment est venue cette passion pour le glauque? Est-ce qu'il t'arrive d'être choquée parfois? La passion pour le glauque, franchement, je pense qu'elle est là depuis plus ou moins toujours. J'ai toujours été complètement fan d'Halloween, j'ai toujours... quand j'étais petite, je surkiffais les trucs genre de Tim Burton et tout ça, et je pense que ça a toujours été présent en moi. Et d'ailleurs, c'est vraiment une question que je me suis toujours demandé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que t'es autant attirée par ces choses-là alors que franchement, j'ai pas du tout été élevée là-dedans. Genre, mes parents m'ont pas du tout inculqué ou transmis ce genre de trucs-là. Je sais franchement pas du tout d'où ça m'est sorti. Mais alors, clairement, j'ai été à fond dedans depuis toujours. Et sinon, est-ce qu'il m'arrive parfois d'être choquée? Oui, évidemment. Bon, avec le temps, on finit limite par s'habituer, en tout cas à se blinder. Mais ça m'est, oui, arrivé de temps en temps de tomber sur des choses. Encore une fois, je reviens dessus, mais la cassette audio de David Parker Ray, c'est vraiment un truc qui m'a totalement traumatisée en soi. Et bon, je m'en suis remise, hein, mais quand je suis tombée dessus... Franchement, ça a été un choc. Et ouais, ça m'arrive encore de temps en temps de tomber sur des trucs. Et par contre, il y a un truc auquel je m'habitue pas franchement, c'est les photos de cadavres. Parce que par contre, quand je fais mes recherches, moi je vous les mets pas dans les montages, mais je tombe sur beaucoup de choses dans ce genre-là. Et alors, il y a des trucs, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est pas qu'en soi ça me choque, mais c'est que ça continue à me faire genre... Genre, quand je vois ça, je suis là genre... Oh, mon Dieu! Pourquoi est-ce que c'est sur internet? Pourquoi est-ce que c'est si facile que ça à trouver? C'est ça qui me choque le plus en fait. C'est pas forcément genre le corps en lui-même, mais c'est plus le fait que ce soit aussi accessible. Je trouve que c'est pas normal. Enfin, tout le monde peut tomber dessus et pour certaines affaires, genre la famille, elle peut tomber là-dessus. Mais je trouve ça absolument horrible quoi. Ça, oui, ça me choque. Si tu pouvais interviewer un serial killer, mort ou vivant, ce serait qui?
Bah écoutez, je pense que comme je vous l'ai dit, ce serait certainement Ed Kemper parce que j'ai vraiment une espèce de passion pour Ed Kemper et c'est un des tueurs qui parle le mieux de tout ce qu'il a fait, de tous ses crimes, donc je pense que ce serait passionnant de pouvoir parler avec lui. Sinon, s'il fallait en choisir un autre, je pense que ce serait Jack l'Éventreur. J'imagine bien genre une espèce d'interview avec le mec tout masqué, on sait pas qui c'est, mais pouvoir lui poser des questions sur ses motivations, sur son mobile et tout ça. Ouais, ça me ferait bien kiffer. Bon, vous ne le savez pas, mais j'ai été obligée de faire une pause parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais vraiment beaucoup parlé et que cette vidéo est certainement bien trop longue. Donc je vais essayer de terminer de répondre à vos questions le plus rapidement possible pour essayer de pas non plus prendre tout votre temps. Est-il possible de faire une formation pour la psychocriminaux en ayant fait des études autres? Alors oui et non, en tout cas je sais que pour l'EDU que j'ai fait, donc à l'université de Toulouse, il faut avoir soit au moins une licence en psychologie ou une licence en droit, ou alors c'est aussi possible d'avoir fait complètement autre chose comme genre d'études. Je pense d'être déjà en train de travailler, mais et encore, c'est peut-être pas forcément sûr, parce qu'en vrai, dans ma promo, là cette année, il y avait quand même des gens qui faisaient des trucs assez différents les uns des autres. Notamment, il y avait une journaliste, il y avait un médecin chirurgien, je crois, et un dentiste. Et le dentiste, ça vous illustre bien le fait que ouais, vous pouvez faire de la crimino en faisant totalement autre chose. Ça dépend juste de comment vous justifiez ça. Parce qu'en gros, lui, il expliquait qu'il s'était vraiment intéressé à la crimino parce que il voulait se spécialiser dans les reconstructions faciales. Et du coup, en fait, c'était forcément beaucoup en lien avec la victimologie et la criminologie. Et c'est pour ça qu'il voulait faire cette formation en complément. Et c'était passé puisqu'il a été inscrit et qu'il a pu participer au cours. Donc je pense que selon comment vous montez votre dossier, oui vous pouvez faire la formation criminaux même si vous n'êtes pas psychologue. Souvent posé, mais les personnes atteintes mentalement en sont-elles conscientes? Alors franchement ça va vraiment être compliqué de te répondre parce que ça dépend beaucoup des cas. Il y a effectivement des personnes qui sont trop atteintes par certaines pathologies et du coup elles vont pas se rendre compte de leurs troubles. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie, enfin la nosognosie, c'est le fait de ne pas être conscient de justement la maladie qu'on a. C'est par exemple ce que vous avez dans la maladie d'Alzheimer. Au bout d'un certain temps, les personnes qui ont Alzheimer ne se rendent pas compte qu'ils ont ces troubles-là, qu'ils perdent leur mémoire, etc. Après, ça dépend vraiment des troubles et ça dépend aussi des personnes, donc c'est assez compliqué de répondre à cette question. J'ai envie de te dire que ça varie vraiment en fonction des personnes. Et les serial killers, avec leur sadisme, perversité morbide et autres, ils sont conscients de leurs problèmes? Je pense que oui, dans l'ensemble, oui, la grosse majorité des tueurs en série savent très bien faire la distinction entre le mal et le bien, en tout cas entre ce qui est légal et illégal, ce qu'ils ont pas le droit de faire et ce qu'ils transgressent. Dans la grosse majorité, franchement, des tueurs en série dont j'ai pu vous parler, en tout cas, c'est pas des personnes qui étaient atteintes suffisamment par des pathologies pour ne plus faire cette distinction, pour ne plus avoir ce discernement en fait. Mais bon, il y a quand même certains cas, je pense, dans le cas par exemple de Richard Chase, je pense que c'est quelqu'un qui se rendait pas du tout compte du mal qu'il pouvait faire. Et pour reprendre le cas de Anatoly Moskin aussi, qui n'est pas un tueur lui, mais qui a pratiqué des actes, on va dire, plus ou moins nécrophiles, en tout cas, qui déterrait des cadavres, qui vivait avec. Lui non plus, il était pas du tout conscient, enfin, il était conscient qu'il n'était pas censé le faire, mais il voyait pas du tout le mal dans ce qu'il faisait. Donc là, c'est encore différent. Lui, il avait quand même conscience qu'il y avait des lois qui lui interdisaient de faire ce qu'il faisait, mais il le faisait quand même parce qu'il estimait que c'était quand même trop important et qu'il pouvait pas laisser les enfants enterrés comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même certains tueurs en série ou criminels qui sont trop atteints par leur pathologie pour se rendre compte réellement de ce qu'ils font, mais dans la grosse majorité des cas, comme tu l'as dit, c'est des personnes qui sont quand même sadiques, perverses, et qui du coup prennent vraiment du plaisir à transgresser, à faire du mal aux personnes, parce qu'elles en ont conscience, et c'est ça qu'elles recherchent. Aimerais-tu faire une vidéo avec moi un jour, qu'on fasse une collaboration? Oui.
As-tu vu True Detective? Si oui, tu as apprécié surtout la saison 1. Alors oui, j'ai vu justement uniquement la saison 1 et je l'ai vraiment beaucoup aimée. En même temps, je suis vraiment très fan de l'acteur Matthew McConaughey. Je sais pas comment on est censé dire son nom, c'est vraiment compliqué. Mais j'aime beaucoup cet acteur et j'aime beaucoup les choix qu'il fait en général, les films dans lesquels il décide de tourner et idem pour les séries. Et True Detective, la saison 1, c'est la seule que j'ai vue mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Après ça commence à dater un petit peu donc je me rappelle surtout de l'ambiance et de l'histoire, enfin de l'histoire qui était un peu croisée entre Retour dans le temps et puis le présent. Mais du coup j'ai pas continué la 2 parce que tout le monde m'a dit qu'elle était très décevante et la 3 apparemment est pas trop mal, donc je pense que je vais commencer à essayer de la chercher. Après je vous avoue que je suis de plus en plus flemmasse parce que tout ce qui est pas sur Netflix je prends pas trop la peine de le rechercher et c'est vraiment très dommage. Ton dream job serait quoi? Et bah ça serait typiquement le métier dont je vous ai parlé à propos du bouquin Psychologue du crime, ce serait d'être psychologue à l'OCRVP. Je pense que ça c'est vraiment le job qui me fait le plus rêver, c'est celui qui fait certainement rêver tous les psychologues qui font de la criminologie d'ailleurs. Le petit souci c'est que c'est quand même un service très petit dans lequel il n'y a vraiment pas beaucoup de place, mais écoutez, peut-être qu'un jour j'aurai vraiment la chance d'y travailler. Ton plus grand rêve, si tu devais décrire ton caractère en 3 mots? Wow, c'est des questions super compliquées. Mon plus grand rêve, qu'est-ce que c'est? C'est difficile de choisir. Mon plus grand rêve, ce serait vraiment d'être hyper libre, je pense. Libre de faire tout ce que j'ai envie de faire sans avoir tout un tas de barrières. Et ces barrières, c'est principalement, je pense, le temps et l'argent. On est obligé de faire des choix au quotidien en fait. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur aussi avec le fait que maintenant que j'ai 27 ans, je me rends compte à quel point le temps passe vite et plus les années passent et plus je trouve qu'elles passent vite et je me rends compte que je pourrais certainement pas faire tout ce que je veux dans ma vie, donc avoir beaucoup plus de temps et potentiellement de l'argent pour pouvoir un peu ouvrir les portes plus rapidement, ce serait vraiment cool parce que ça me permettrait de faire tout ce que j'espère pouvoir faire, c'est-à-dire principalement voyager, aller vivre dans plein d'autres endroits et découvrir en fait tout un tas d'autres cultures. Aurais-tu voulu être make-up artiste? Oui et non, make-up artiste en soi pas spécialement parce que même si j'aime bien me maquiller moi, je suis pas forcément extrêmement douée à maquiller les autres, enfin je sais pas spécialement le faire. Après ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos des décors de films, je pense que faire des maquillages un peu FX, tout ça, ça m'aurait plu. Mais bon, c'est pas non plus genre mon plus grand rêve quoi. Fais-tu face à des jugements concernant les sujets que tu traites en vidéo? Continue. Ah oui, bien sûr, oui, ça arrive régulièrement. J'ai heureusement pas trop, mais quand même assez souvent, je pense quotidiennement, des commentaires de personnes qui critiquent les choix de vidéos que je fais. Bon, il y a même plusieurs formes de haters, hein. Il y a les personnes qui vont m'attaquer sur mon physique, il y a les personnes qui me disent que je fais juste de la copie de Victoria Charlton, et puis il y a les personnes qui critiquent ce que je fais en fait vraiment dans le sens soit que je suis totalement inculte et que je sais pas de quoi je parle, soit aussi les personnes qui me disent que je suis complètement tarée parce que je suis intéressée par ce genre de sujet. Et généralement ces personnes là sont très agressives, elles me disent des choses du genre que je devrais mourir et tout ça. Donc oui, je reçois souvent ce genre de critiques. Après, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des commentaires comme ça en dessous de mes vidéos. En général, ce que je fais, c'est que j'essaye quand même de donner une première chance, entre guillemets. Genre, je réponds de manière assez ironique. Et puis, si la personne continue et que je vois qu'elle veut vraiment rentrer dans le conflit, bah là, dans ces cas-là, en fait, de toute manière, ça passe forcément en signalement. Et puis, en blocage, si jamais la personne continue à m'envoyer des messages malgré le fait que je l'ai signalé et qu'elle continue d'être hyper hostile. Moi j'ai pas vraiment de temps à perdre non plus avec ces gens là, je veux bien essayer de rigoler une première fois, d'étendre les choses et de leur montrer que je prends ça avec humour, mais après je suis pas non plus là pour me laisser faire et me laisser parler n'importe comment, donc voilà, c'est tout simple en fait, ça part soit en signalement soit en blocage. Est-ce que toi aussi les gens te jugent quand tu dis aimer la criminologie et t'intéresser aux serial killers? Alors comme je vous l'ai dit, je reçois de temps en temps des mauvais commentaires, mais franchement dans l'ensemble, à chaque fois que je parle de ce que je fais, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, et que je leur explique ce que je fais ou que je leur parle de mes vidéos, franchement c'est presque toujours très bien reçu, les gens sont hyper intéressés et franchement j'ai toujours quasiment, en tout cas dans la vie réelle, j'ai que eu des bons retours, que des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça hyper intéressant, hyper cool, que eux aussi ça les intéressait. Donc franchement,
en tout cas vraiment dans la vie réelle, hein, pas ce qui se passe sur internet et sur YouTube, c'est que du positif. Aimes-tu les films d'horreur? Oui, j'aime bien les films d'horreur. Ça fait quand même un certain temps que j'en regarde plus trop parce que j'ai eu pas mal ma phase, vous savez, au moment de l'adolescence, jeune adulte on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai un peu eu l'impression que j'avais fait le tour, je trouvais pas grand chose qui me passionnait à nouveau. Je trouvais que la plupart des films d'aujourd'hui font plus vraiment peur, en fait c'est que l'espèce de mécanisme du jump scare et moi c'est pas ça que j'attends d'un film d'horreur. Donc j'en regarde quand même beaucoup moins actuellement, mais j'en ai quand même pas mal regardé avant. Et puis je me suis plus tournée maintenant vers les choses un peu plus psychologiques justement, les trucs un peu plus thriller et tout ça. Et ça j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment la grosse majorité des choses que je regarde sur mon temps libre. Et je crois, si je me trompe pas, qu'on est enfin arrivé à la toute dernière question, qui est: est-ce qu'il y a un tueur dont tu évites de parler parce que c'est trop horrible? Je réfléchis mais non, je crois pas. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément envie de parler de Gérard Schaeffer tout de suite, mais c'est pas parce qu'il est horrible, c'est juste parce que je trouve que ouais, il est déjà tellement connu en fait, j'ai pas forcément méga envie de l'aborder tout de suite, mais je me suis jamais retenue de vous parler de quelque chose parce que c'était horrible. Comme je vous l'ai déjà expliqué, parfois je n'entre pas dans certains détails, c'est pas parce que j'ai peur d'en parler ou quoi que ce soit, enfin je veux dire, je lis toutes ces choses-là et il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé beaucoup de photos, même de vidéos, de reportages, etc. C'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas forcément non plus envie de nourrir un côté trop voyeuriste de par mes vidéos. Je pense que c'est beaucoup plus facile en fait à qui a un peu de curiosité d'aller creuser et d'aller trouver ce qu'il veut si jamais il n'a pas été suffisamment satisfait par les détails que j'ai donnés. Mais après sinon vraiment je me limite pas du tout à propos de quoi que ce soit. J'ai pas de souci à parler des sujets un peu tabous. Je dis pas que c'est compliqué, enfin que c'est hyper facile pour moi tout le temps, hein, mais je suis quelqu'un qui suis assez à l'aise pour parler de beaucoup de sujets au final, que ce soit sexualité ou morbide, et il y a vraiment pas trop de problèmes. Enfin, je me suis jamais censurée jusqu'à maintenant. J'espère vraiment que ce sera jamais le cas, mais non, je pense vraiment pas qu'il y ait un cas en particulier dont un jour je m'interdirais de parler parce que je le trouverais vraiment trop gore. Voilà, ça y est, j'en ai terminé avec cette FAQ. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre, je crois, à toutes les questions. Certaines d'entre elles étaient quand même vraiment très similaires, donc quand j'ai vu que j'avais déjà répondu à un sujet, j'ai pas repris les mêmes questions, etc. Je suis désolée si jamais ça n'a pas exactement été la formulation de votre question, mais je pense que dans l'essence, j'ai vraiment répondu à peu près à tout ce qui m'avait été demandé. J'espère que du coup vous en avez appris un petit peu plus sur moi et que ça vous a intéressé. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que quand même ça a dû être très long. Je sais pas combien de temps j'y ai passé, je sais pas combien de temps ça va donner après le montage, mais je pense que c'est quand même très très long. Et bah voilà, vraiment j'avais vraiment envie de vous remercier avec cette vidéo, d'abord pour tout le soutien que vous me donnez et puis pour le nombre très grandissant que vous êtes de plus en plus à me suivre en ce moment. Et ça c'était ma petite manière déjà de commencer à vous remercier, mais il y aura plein d'autres choses, je vous assure. J'ai pris en compte toutes vos suggestions et j'ai plein d'idées, donc je vais un petit peu tout mettre en place. Il faut que je réfléchisse. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout nouveau pour moi le fait d'être sur YouTube et d'avoir un petit peu cette attention actuelle. Donc il faut vraiment que je me renseigne sur comment faire pour faire des lives, pour faire peut-être des rencontres et plusieurs autres projets de ce type là. Et je vous tiendrai forcément au courant parce que j'ai vraiment hyper hâte de faire ces choses avec vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.